Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir à cette séance des Jeudis de Lima, et qui traitera d'un sujet complexe. Évidemment, les spécialistes parmi nous aujourd'hui de la question vont éclairer cette problématique du Conseil des pays du Golfe. Et c'était pour rebondir sur un colloque qui a eu lieu à la mairie de Paris et puis qui a donné lieu après à une publication. D'ailleurs, vous trouverez le livre des actes en vente. Et aujourd'hui, on va voir un peu plus clair, étant donné que la situation a beaucoup évolué, que ces pays qui composent le Conseil sont dans une autre conjoncture, dans une autre situation politique, et on va voir qu'est-ce qui a changé, quelles sont évidemment les questions qui sont posées à ces pays-là, avec nos invités que je remercie vivement, Emma Soubrier, Fatiha Daziani, qui a la charge de modérer ce débat, Akram Valkaïd et Caroline Piquet. Vous avez une présentation succincte de chacun d'entre eux dans la petite affichette dont vous disposez. Et donc, le débat qui va suivre va prendre à peu près une vingtaine de minutes, ce qui nous amènera aux alentours de 20h15 en tout. J'en profite également pour revenir sur la pièce de théâtre qui a été programmée dans le cadre des Jeudis de Lima et qui malheureusement a été reportée et non pas annulée. C'est la pièce de théâtre d'Yali et l'Institut du monde arabe, après la décision de la reporter pour des questions purement juridiques, et elle n'a pas été interdite, comme ça a été dit, comme ça a été écrit un peu sur les réseaux sociaux et sur les pages Facebook. Et à ce propos, je vous annonce qu'elle sera reprise le 11 avril prochain. Donc, voilà, on voit un peu plus clair donc, dans ce dossier qui oppose la troupe de théâtre et puis l'auteur de cette fameuse pièce de théâtre qui s'appelle Les monologues du vagin. Et donc, on va pouvoir donc la reprogrammer pour le 11 avril. Voilà, je vous remercie encore une fois nos invités, je vous remercie et je passe la parole à Fatiha Daziani, que je remercie chaleureusement pour avoir accepté donc d'animer cette rencontre. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup Mathie. Merci à tous d'être ici. Donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Mathie, c'est effectivement dans le sillage d'un colloque qui a eu lieu à la mairie de Paris, organisé par l'Institut Médéa, et qui avait été intitulé de manière un petit peu à attirer l'audience, les pays du Conseil de coopération du Golfe, nouvelle puissance du monde arabe, point d'interrogation. Aujourd'hui, c'est dans le sillage de ce colloque qu'on va intervenir, parce que je crois que nous quatre, on faisait partie de ce colloque il y a 18 mois à la mairie de Paris. Donc je répète, je suis donc Fatiha Daziani, politologue spécialiste des monarchies du Golfe depuis une petite vingtaine d'années quand même déjà, même si ça ne se voit pas du tout. J'orienterai donc aujourd'hui la conférence davantage autour de deux thématiques centrales qui mettent l'accent sur les pays du Conseil de coopération du Golfe comme acteurs émergents et incontournables de la scène politique, économique et stratégique arabe. C'est pourquoi le panel se divisera un peu en deux séquences. Le premier, avec mon introduction assez brève sur les recompositions régionales
et le rôle des pays du Conseil de coopération du Golfe au Moyen-Orient sur le plan diplomatique. Ensuite, Emma Soubrier s'interrogera sur la diplomatie économique des pays du Golfe envers l'Égypte, qui est l'allié régional par excellence des pays du Golfe. Et en deuxième temps, donc la partie plus économique avec donc Caroline Piquet, qui est maître de conf, excusez-moi, je n'ai pas présenté Emma Soubrier, qui est doctorante à l'Université d'Auvergne à Clermont, et rattachée également dans le programme des doctorants à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, où moi-même je suis chercheur. Donc voilà pour Emma, et qui a coordonné d'ailleurs brillamment les actes du colloque publiés l'année dernière. Caroline, elle, est maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne en histoire contemporaine. Elle est auteure d'un ouvrage assez récent, Les pays du Golfe, de la perle économique à l'économie de la connaissance, Nouvelle terre du libéralisme, paru en 2013 chez Armand Collin. Et elle va donc essentiellement s'exprimer sur les différents tenants de la diversification économique des pays du Golfe pour sortir un petit peu de la dépendance des hydrocarbures. Et donc elle va faire une présentation un peu générale. Akram Belkaïd, qui est essayiste, qui lui aussi a publié un ouvrage récent, Être arabe aujourd'hui, paru aux éditions Carnet du Nord en 2011, et journaliste. Il travaille avec le quotidien d'Oran, Afrique Magazine et Le Monde diplomatique, et il est également l'auteur d'un blog que j'adore, les Chroniques du Blédard, j'adore ça. Il va nous parler, lui, des défis sociaux et va dans la continuité un petit peu de l'exposé de Caroline Piquet, voir les limites de cette diversification économique, et donc fera peut-être une présentation un peu plus critique. Donc voilà pour la présentation générale. Pour en revenir un petit peu en préambule à l'introduction donc du premier panel plus géopolitique, je vais essayer de brosser en introduction ce qui m'apparaît être comme des tendances lourdes s'apparentant à la détermination des monarchies du Conseil de coopération du Golfe. Vous savez tous, donc elles comprennent l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, Oman, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, je crois que j'ai oublié personne. Donc cette nouvelle dynamique des pays du Golfe de peser comme acteur régional arabe prédominant au sein du Moyen-Orient, mais pas seulement, également en Afrique du Nord. D'ailleurs, je dois dire que dans le cadre de la lettre de l'IRSEM qui va paraître à la fin du mois de mars, vous pourrez lire un peu en détail l'introduction brève que je vais faire, et également l'intervention d'Emma Soubrier, qui, comme jeune doctorante de l'IRSEM, évidemment, est très demandée pour coopérer. Donc, voilà. Donc, si les initiatives diplomatiques sur la région du Moyen-Orient en provenance du Golfe ne sont pas nouvelles, pour preuve le proactivisme connu du Qatar, de l'ex-émir Hamad, tout au long de son règne et jusque son abdication en juin 2013, sans compter bien sûr le poids considérable du royaume saoudien dans la région, notamment au Liban, au Yémen, mais également bien sûr partout dans le monde musulman, arabo-sunnite et pas simplement arabe. Donc c'est pas nouveau, mais néanmoins c'est la conjonction de plusieurs facteurs qui vont pousser les pays du Conseil de coopération du Golfe à s'affirmer aujourd'hui comme un acteur régional incontournable dans les situations de crise au Moyen-Orient depuis le déclenchement des révoltes arabes fin 2010, mais surtout en 2011. Donc, d'une part, les déclenchements des révoltes arabes, et surtout bien plus celles en Égypte que la plus lointaine Tunisie, puis bien sûr la situation syrienne, les tensions sociopolitiques à Bahreïn et la situation de déperdition de l'État yéménite. D'autre part, un leadership américain plus en retrait, hostile à intervenir dans les nouveaux conflits au Moyen-Orient, ajouté à l'impuissance structurelle des
des structures internationales financières et de l'Union européenne à engager des initiatives pour, si vous voulez, aider les transitions nées des révoltes arabes. Donc tout ceci va un petit peu comme l'Union européenne l'avait fait après la chute du mur de Berlin pour les pays de l'Europe de l'Est. Rien de tout cela n'a eu lieu pour les pays arabes. Donc tous ces facteurs, ajoutés bien entendu à la progression extrêmement importante de l'influence iranienne partout au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, au Liban, bien sûr, et même aujourd'hui apparemment au Yémen, sont les éléments déclencheurs clés de l'engagement proactif et de la détermination des pays du Golfe à peser sur la scène arabe et plus précisément moyen-orientale. Donc c'est en mettant en place de manière d'abord très confuse et en rivalité, pas toujours de manière très concertée, qu'une diplomatie assertive voit le jour parmi les pays du Conseil de coopération du Golfe. Elle utilise aussi bien le soft power, donc économique et financier considérable, mais elle s'exprime également par le biais d'initiatives politico-stratégiques, même par le hard power, avec des initiatives militaires et sécuritaires inédites. Elles peuvent être décidées à titre unilatéral ou par le biais de l'instance intergouvernementale du CCG et sans forcément en avoir référé par le passé aux parrains américains. Mais les pays du CCG interviennent également en concertation avec d'autres États dans la région, plus en coopération, notamment avec l'Égypte et la Jordanie, qui sont des acteurs sécuritaires clés pour les pays du Golfe, et ou alors encore par le biais de la coalition internationale dirigée par les États-Unis pour lutter contre l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie, que donc les pays du Golfe s'affirment comme des acteurs aujourd'hui incontournables aux actuelles recompositions géopolitiques régionales au Moyen-Orient, et ce même jusqu'en Libye. Donc c'est donc en réaction au vide et à l'absence d'un ordre régional traditionnellement occupé par le leadership américain, qui s'est substitué bien sûr à l'influence des anciennes puissances mandataires britanniques et françaises, qui a ouvert donc la voie à une diplomatie iranienne de plus en plus interventionniste, donc que les pays du CCG tentent de s'organiser entre eux, aujourd'hui de manière un peu plus concertée, avec des objectifs plus ciblés et selon une approche plus pragmatique, notamment depuis l'avènement du nouveau leadership saoudien organisé autour du roi Salman et de son homme fort, le ministre de l'Intérieur et vice-prince héritier, Mohammed Ben Nayef. Donc l'essentiel de la dynamique régionale est aujourd'hui de s'attacher à reprendre la main et gérer la situation chaotique au Yémen. Ça, c'est la priorité des priorités du Royaume d'Arabie Saoudite, mais également en concertation avec les pays du Conseil de coopération du Golfe. Et bien sûr, lutter contre les organisations djihadistes, que ce soit Daesh ou Al-Qaïda. Donc la toile de fond demeure, comme sous le prédécesseur du roi Salman, à savoir le roi Abdallah, qui est décédé récemment, de contenir bien sûr l'influence iranienne, perçue comme une puissance sectaire, perçue par les pays du Golfe, j'entends, c'est pas moi qui parle, et qui se répand donc dangereusement, notamment en soutenant aujourd'hui ouvertement la prise de pouvoir des Houthis au Yémen. Mais cette sorte de guerre froide qui oppose les pays du Golfe et au premier rang l'Arabie saoudite à l'Iran pourrait se conclure par des arrangements. L'Iran n'a pas au Yémen l'assise que ce pays a en Syrie, en Irak ou au Liban. Et donc l'Iran devra faire des choix pragmatiques, et on connaît le sens du pragmatisme des Iraniens, notamment si un accord sur le nucléaire est conclu, un accord cadre est conclu entre l'Iran et ce qu'on appelle le P5+1, à savoir les 5 pays du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne. Donc, pour l'heure, l'action de l'Arabie saoudite se recentre sur le renforcement de la cohésion et l'effort d'établir une stratégie commune à partir des dénominateurs communs fondamentaux au sein du pacte régional du CCG, qui, rappelons-le, malgré ses défaillances,
ces nombreuses rivalités intérieures, comme on l'a vu l'année dernière avec la mini-crise diplomatique entre le Qatar, les Émirats, l'Arabie et le Bahreïn, reste quand même l'instance interétatique arabe la plus solide, la plus pérenne, dotée de moyens financiers et économiques considérables. Et rappelons que le Conseil de coopération du Golfe, à lui seul, renferme 70% de la richesse et du PIB de l'ensemble des pays arabes. Donc cette stratégie s'inscrit dans la continuité de ce que le roi Abdallah a mis en place, mais elle semble s'inscrire dans un esprit moins dogmatique et moins confus. Donc un esprit pragmatique, un effort de prioriser, je ne sais pas si on dit ça, mais l'échelle de la menace, qui semble être le nouveau credo porté par le nouveau leadership saoudien. Il semblerait que le roi Salman, secondé par son prince héritier Moukrin et en accord avec l'ensemble des pays du Golfe, mette la priorité sur une solution pour le Yémen, qui est vraiment la continuité du pays. Enfin, le Yémen et l'Arabie saoudite, c'est vraiment quasi un trait d'union. Et il faut savoir que près du tiers des Saoudiens sont d'origine yéménite en Arabie saoudite. Donc c'est vous dire si l'échelle de priorité pour les Saoudiens, c'est le Yémen. Et deuxième priorité, c'est la lutte antiterroriste. Il en va de la crédibilité au sein de la communauté internationale de l'Arabie saoudite. Et surtout, l'Arabie saoudite est devenue, au même titre que l'Iran, l'une des cibles prioritaires de l'organisation de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Donc, je vais terminer, parce que mon introduction est un peu longue. C'est donc à la mise en place d'une stratégie par palier, sous leadership saoudien et en concertation avec l'ensemble des pays du Golfe, qui, au fur et à mesure de l'accroissement de la menace régionale, resserrent leurs liens et mettent de côté leurs divergences et rivalités, qui n'ont bien sûr pas disparu. Toutefois, le cap fixé par Riyad, et ce, dès l'accord de novembre 2014 qui a entériné la réconciliation au sein du Conseil de coopération du Golfe, est aujourd'hui renforcé sous l'actuel roi, qui procède d'ores et déjà, comme je vous l'ai dit, à un agenda des priorités des menaces. Donc, la diplomatie proactive des pays du Golfe s'est d'abord caractérisée par une grande confusion, beaucoup de désordre, et surtout a subi revers sur revers dans la région, alors qu'en face, l'Iran accumulait les succès et est devenu irréversiblement un acteur incontournable de la sécurité régionale au Moyen-Orient. Donc voilà pour ce tableau qui, je crois, a essayé de dresser un peu les contours des tendances lourdes actuelles autour de l'autre acteur régional incontournable que représentent donc ces 6 pays du Conseil de coopération du Golfe. Je vais maintenant donner la parole à Emma Soubrier, qui va faire une intervention plus ciblée sur la diplomatie économique des pays du Golfe auprès d'une Égypte confrontée à de très très nombreux défis aussi. Merci. Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier l'Institut du monde arabe pour m'avoir invité à participer à ce colloque. Et je remercie également Fatia pour cette introduction qui permet de poser pas mal d'enjeux et que je vais reprendre de manière plus ciblée sur la relation Golfe-Égypte. Comme l'a souligné Fatia, mon intervention sera quasiment intégralement publiée dans la prochaine lettre de l'IRSEM fin mars. Et elle s'intitule « Golfe-Égypte, une réelle politique au service d'une plus grande autonomie stratégique ?» point d'interrogation. La diplomatie économique désigne un ensemble de mesures économiques qui sont mises en œuvre par un pays à des fins de politique étrangère pour préserver ses intérêts sur la scène internationale. Pour les pays du Golfe, comme le disait Fatia, l'utilisation de leur manne financière pour accroître leur rayonnement et leur influence n'est pas nouvelle. Leur diplomatie économique a même une dénomination particulière, la realpolitik, jeu de mots sur la realpolitik au sens où l'entendait Kissinger, déployée grâce au rial. Cependant, les printemps arabes ont fait évoluer les pratiques de realpolitik des pays du Golfe. D'un instrument à visée accommodatrice de leur environnement régional, leur poids économique est devenu un véritable outil de puissance.
c'est-à-dire un instrument cette fois à visée transformatrice des dynamiques régionales dans le but d'y défendre leurs intérêts. À cet égard, l'Égypte est un cas d'étude très intéressant et je vous propose d'observer le déploiement de la realpolitik du Golfe dans ce pays et d'en analyser les tenants et aboutissants. Donc, dans un premier temps, je rappellerai l'historique des relations Golfe-Égypte depuis la chute du président Hosni Moubarak en février 2011 et montrerai que cette diplomatie économique du Golfe en Égypte peut être regardée comme une pièce en 3 actes dont il s'agit de saisir les implications. Dans un deuxième temps, je vous proposerai d'explorer l'hypothèse selon laquelle le déploiement de cette realpolitik a pour visée d'assurer une plus grande autonomie stratégique des pays du Golfe, notamment en se ménageant une plus grande indépendance vis-à-vis des États-Unis. Enfin, on pourra recontextualiser le propos en évoquant les développements régionaux plus récents, ce qui nous pousse a priori à relativiser la marge de manœuvre dont disposent les différents acteurs en partie, et à s'interroger sur la pérennité des dynamiques qu'on aura évoquées. Donc, premièrement, la diplomatie économique du Golfe en Égypte, une pièce en 3 actes. J'aimerais tout d'abord rappeler que l'Égypte est au cœur des stratégies de conquête de pouvoir régional par le Golfe. Je m'explique. Comme ça a été énoncé, le vent de révolte qui a soufflé dans l'ensemble du monde arabe depuis fin 2010 et surtout 2011 a entraîné au moins temporairement la vacance d'un leadership régional. Ceci a incité les pays du Golfe à s'établir comme nouveaux centres de gravité du monde arabe en utilisant leur puissance économique pour peser sur le cours des événements. L'Égypte est un cas emblématique car elle a été le théâtre d'une lutte d'intérêts monnayés entre les États du Golfe, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, ce qui a permis de mettre en évidence des perceptions et des enjeux stratégiques contrastés entre les uns et les autres qui sous-tendaient leurs actions. On peut souligner que le fait que les pays du Golfe aient si rapidement réagi à la chute du président Moubarak n'est pas étonnant puisque l'Égypte a toujours été considérée comme l'une des clés de voûte de la stabilité de la Méditerranée occidentale et du Proche-Orient. Et sa déstabilisation a donc été vue comme un danger non négligeable pour une partie des pays du Golfe, dont les préoccupations sécuritaires régissent l'essentiel des prises de décision politiques. Donc les fameux 3 temps de la diplomatie économique du Golfe en Égypte. Le premier acte se déroule de février 2011 à juin 2012. À cette période, la transition est assurée par le Conseil suprême des forces armées et les 3 pays du Golfe que j'ai mentionnés promettent des aides financières de près de 17 milliards de dollars à l'Égypte. L'Arabie saoudite, 4 milliards, les Émirats arabes unis, 3 milliards, le Qatar, 10 milliards. On peut souligner néanmoins que début 2012, un seul milliard avait été déboursé, réparti entre l'Arabie saoudite et le Qatar. Le reste aurait été suspendu en raison de l'instabilité du pays. Mais il faut peut-être mentionner une autre explication. Certaines initiatives diplomatiques du gouvernement transitoire, par le biais du ministre des Affaires étrangères Nabil El-Arabi, déplaisent aux monarques du Golfe. On pense à la médiatisation entre les factions palestiniennes, dont le Hamas et le Fatah, qui aboutit à un accord de réconciliation en mai 2011, ou à l'annonce d'une volonté de rapprochement avec l'Iran. Ceci préfigure une réalité mise en lumière lors du deuxième temps de la diplomatie économique du Golfe en Égypte. Ce deuxième acte, de juin 2012 à juin 2013, correspond au mandat du président Morsi. Il peut être qualifié du temps des frères musulmans et du Qatar. Cette période confirme à quel point le soutien économique du Golfe diffère d'autres formes d'assistance internationale, plus conventionnelles, comme celle du Fonds monétaire international, par exemple. En effet, le soutien économique des pays du Golfe est essentiellement lié à des courants politiques spécifiques et non conditionné par des engagements préalables du bénéficiaire comme des réformes de gouvernance ou plus de transparence. Ainsi, la victoire des frères musulmans jette un froid sur les relations entre le Caire, Riyad et Abu Dhabi, tandis que Doha adopte une position opposée en annonçant 7 milliards de prêts d'urgence et d'aides financières directes, ainsi qu'un investissement de 18 milliards sur 5 ans pour relancer l'économie du pays. Avec le troisième acte
depuis juin 2013, on peut considérer que la boucle du printemps égyptien est bouclée. L'arrivée au pouvoir du général Abdel Fattah al-Sisi sonne le retour du soutien politique et financier de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, ainsi que du Koweït. On annonce 12 milliards d'aides. Le renversement des alliances est rendu encore plus clair par l'annonce du remboursement par la Banque centrale d'Égypte, la BCE, de l'aide financière apportée par le Qatar pendant le mandat Morsi. On voit donc que ces trois actes mettent au jour la divergence de perception des pays du CCG vis-à-vis de la mouvance des frères musulmans. Tandis que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis considèrent la confrérie comme une menace existentielle, qui les met en péril tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leurs frontières, le Qatar l'a vu pendant un temps comme un vecteur potentiel de son influence sur la scène régionale. Il faut ajouter que cette diplomatie économique assertive des monarchies de la péninsule en Égypte est également à analyser au prisme de leur volonté potentielle de s'écarter des États-Unis, dont elles craignent et critiquent le désengagement de la région. C'est donc mon deuxième point, les pays du Golfe en Égypte, une partie de billard à 3 bandes avec les États-Unis. Donc la réelle politique du Golfe en Égypte, vue comme moyen d'affirmation face à l'Occident, représenté par sa tête de proue, les États-Unis. Lorsque l'Union européenne, comme les États-Unis, envisagent de suspendre partiellement leurs aides au regard des événements de l'été 2013, il est intéressant de noter la volonté des pétromonarchies du Golfe de compenser par leur soutien financier à l'Égypte les sanctions occidentales. Par là, les pays du Golfe envoient un message clair. Ils sont dorénavant dans une relation d'égalité avec les pays occidentaux pour ce qui est de fixer les règles du jeu dans la région. Les États-Unis sont particulièrement visés par ces prises de position assertives des pays du Golfe. Leur mécontentement et leur défiance vis-à-vis de Washington, notamment pour son abandon de Moubarak et son accueil un peu trop chaleureux fait à Morsi, est assez largement partagé par le nouvel homme fort de l'Égypte, le général al-Sisi. La question est de savoir si, ensemble, les États du Golfe et l'Égypte auraient décidé de s'affranchir en partie de la tutelle américaine. C'est un programme. Bon, il y a quelques sursauts en ce sens dans certains domaines, et je pense ici au domaine de l'armement et de la coopération militaire. Il faut d'abord rappeler que depuis l'accord de paix israélo-égyptien de 1979, les États-Unis ont apporté une aide totale de près de 70 milliards de dollars à l'Égypte, dont la moitié a servi à acheter des équipements militaires américains. Leur aide militaire au Caire, qui s'élève à 1,3 milliard de dollars par an, représente 80% du budget d'acquisition annuel des forces armées égyptiennes. Dans ce contexte, l'annonce fin 2013 d'une suspension de ces aides et de la livraison de plusieurs équipements militaires pourrait avoir été la goutte qui a fait déborder le vase. La goutte d'eau, évidemment. Un agacement égyptien dans lequel les pays du Golfe pourraient se reconnaître. En effet, de leur côté, la coupe a également pu sembler pleine. Tandis qu'ils sont eux-mêmes très largement dépendants des États-Unis pour leur sécurité, ils ont, ces dernières années, multiplié les déclarations allant dans le sens d'une autonomisation de leur défense. Celle-ci passe par la multiplication des garanties de sécurité au moyen de partenariats stratégiques, la diversification de sources d'approvisionnement en équipements militaires, mais également par la tentative de monter un système régional intégré de défense au sein du CCG. En lien avec l'Égypte, cette autonomisation se traduit de deux manières. Premièrement, les contrats d'armement. Soulignons que plusieurs contrats d'armement signés récemment par l'Égypte avec des puissances autres que les États-Unis sont en partie financés par l'argent des Saoudiens, Émiratis et Koweïtis. Dès lors, il est possible d'avancer que cela reflète une volonté de faire bouger les lignes d'alliance dans la région. Ainsi, la visite du président al-Sisi en février 2014 à Moscou, un choix pour sa première visite officielle à un pays non arabe qui est loin d'être anodin en soi, aurait inclus la signature de contrats d'armement pour une valeur de 2 milliards de dollars. Déjà en Égypte, ce qui est perçu comme un pivot vers la Russie a été comparé à celui de Nasser dans les années 50, symbolisant un rééquilibre des relations internationales et une révolution contre la politique de Washington.
Il serait bien hasardeux de s'aventurer dans de telles suppositions, mais le simple fait que certains observateurs formulent ces hypothèses est assez parlant. Plus récemment, et de manière peut-être plus claire, la signature du contrat entre l'Égypte et la France portant sur 24 Rafales, une frégate multimission FREMM et leurs armements pour un montant global de 5,2 milliards de dollars en un temps record va également dans le sens d'un éloignement des États-Unis. Ailleurs, certains évoquent également que le fait que Riyad ait offert 3 milliards de dollars aux forces armées libanaises pour acheter entre autres des armes françaises peut être interprété comme un divorce tactique avec Washington. Le deuxième point que je voulais évoquer était le renforcement de la coopération militaire entre les États du Golfe et l'Égypte. Je voulais notamment mentionner le rapprochement entre les Émirats arabes unis et l'Égypte depuis juillet 2013. Outre des démonstrations officielles d'une plus grande proximité, dont la dernière remonte à hier à l'issue d'une rencontre entre Mohamed Ben Zayed et Al-Sisi, leur intervention en Libye en août 2014 sans consultation préalable avec les Américains pourrait confirmer l'hypothèse d'une volonté des pays du Golfe de capitaliser sur l'Égypte pour s'affranchir des États-Unis. Pour conclure, je voudrais souligner que malgré des signes tangibles d'une volonté d'une plus grande autonomie stratégique, plusieurs facteurs incitent à la prudence pour ce qui est d'anticiper les tendances régionales. Nous évoquions plutôt le fait que les pays du CCG sont eux-mêmes extrêmement dépendants des États-Unis pour leur sécurité et stabilité. Cela réduit pour leur marge de manœuvre. Par ailleurs, ces États font face à deux défis qui pourraient les inciter à revoir l'ampleur de leur soutien à l'Égypte et à réexaminer la ligne de partage floue entre leurs intérêts domestiques et régionaux. L'essor et l'avancée territoriale de Daesh, ainsi que la chute des cours du pétrole tout au long de la seconde moitié de 2014, pourraient représenter des menaces plus grandes et plus imminentes que les frères musulmans. Peut-être faudrait-il y voir l'explication de la réconciliation du Qatar avec ses voisins du Golfe en décembre 2014. Déjà, certains investissements du Golfe en Égypte sont discrètement retardés. Ajoutons que la mort du roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud le 23 janvier ouvre la voie à de nouvelles inconnues quant à l'avenir des coopérations régionales. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emma, pour cette très éclairante intervention. Maintenant, Caroline Piquet va nous parler de diversification économique des pays du Golfe. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Donc, je vais parler plutôt des questions économiques. Je vais essayer d'éviter de vous assommer par des chiffres et de plutôt mettre l'accent sur les enjeux des mutations économiques. Et en particulier, dans la discussion, on pourra évoquer leurs conséquences sur le domaine politique et social, voire culturel, et je pense aussi que M. Belkaïd en parlera. Alors, évoquer la reconversion de la rente, c'est se pencher sur le phénomène de la diversification de l'économie, puisqu'on voit depuis quelques années des politiques très volontaristes de la part des pays du Golfe, en ce sens. Alors, ce qu'on entend par diversification, eh bien, c'est tout simplement sortir du tout pétrole en investissant les surplus de la rente dans des secteurs comme l'industrie, l'immobilier, la finance ou bien les nouvelles technologies. Alors, première remarque, nous sommes tout d'abord face à des situations très contrastées au sein de la région. On a tendance à ne voir ces pays que sous l'angle de monarchie pétrolière. Il convient, je crois, de rappeler que le pétrole n'est qu'une parenthèse d'une très longue histoire. Et c'est le cas, par exemple, pour l'émirat de Dubaï, qui a commencé l'exploitation du pétrole dans les années 60 et dont le secteur pétrolier, aujourd'hui, ne représente plus que 3% du PIB. C'est le cas aussi du Bahreïn. Bahreïn qui a été le premier pays à exploiter le pétrole en 1935, mais qui a été aussi le premier à être confronté à l'épuisement des réserves et le premier donc à mettre en place une diversification de son économie. En revanche, il est vrai que d'autres pays restent des économies pétrolières, que ce soit le Koweït, avec un secteur d'hydrocarbures qui assure 95% des revenus de l'État, ou encore Abu Dhabi, l'Arabie saoudite, avec leurs immenses réserves. C'est aussi le cas du Qatar, où le secteur pétrolier reste dominant dans le PIB. Alors cependant, malgré ces différences, il y a bien une préoccupation commune qui émerge de l'ensemble de ces pays. Comment réduire la dépendance au secteur pétrolier? Et pourquoi? Alors,
À court terme, cette dépendance se paie cher, puisque lorsque les prix du gaz ou du pétrole chutent sur les marchés mondiaux, évidemment, les répercussions sont immédiates sur les économies locales. Et la baisse des revenus du pétrole dans les années 80 a agi comme une prise de conscience, surtout lorsque la fragilisation de l'économie saoudienne a provoqué aussi une cure d'austérité et donc la montée des tensions sociales dans le pays. À plus long terme, se pose la préoccupation de la fin des réserves. Alors, certains pays ont déjà épuisé leurs réserves, on l'a vu. D'autres ont plutôt sont face à des prévisions inquiétantes. C'est le cas d'Oman. À la fin du XXe siècle, on considérait que les réserves seraient épuisées en 2015-2020, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est un peu moins pessimiste sur les réserves d'Oman, mais ça reste quand même une préoccupation. Et je dirais, même pour des pays qui ont une marge assez confortable, la préoccupation est là. Prenons par exemple le Qatar. Les prévisions pour les réserves en pétrole sont de 95 ans et pour le gaz, on est à 200 ans. Alors on pourrait se dire, bon, eh bien, on a le temps de voir. Mais en réalité, pour des historiens ou pour des hommes politiques avisés, c'est très court, 200 ans. À l'échelle d'une vie humaine, c'est 2 à 3 générations. C'est-à-dire qu'un jeune Qatari, aujourd'hui, n'est pas sûr que son petit-fils grandira dans un pays pétrolier. Et il faut bien avoir en tête que cette inquiétude de la disparition des réserves se nourrit aussi du souvenir, pour les dirigeants et la population, du souvenir de la disparition de la perle dans les années 20. Dans les années 20, la fin brutale de cette activité économique, qui avait rapporté beaucoup d'argent, avait plongé ces pays dans une profonde misère. Aujourd'hui, donc, la préoccupation est d'éviter un tel scénario lorsque les réserves pétrolières s'épuiseront. Enfin, dernier point qui explique cette préoccupation de la reconversion, eh bien, c'est le problème de la faible compétitivité des économies rentières. Un rapport demandé par le Qatar en 2007 montre qu'en raison du fort déséquilibre entre le secteur privé et le secteur public, ces économies sont menacées de déclassement. Alors, c'est le paradoxe, ce sont des économies riches, mais pas forcément compétitives. Par exemple, sur les pays classés à l'index de la compétitivité mondiale, le Qatar n'arrive qu'à la 46e place, le Koweït à la 49e place et les Émirats à la 32e place sur un classement de 117 pays. Donc on peut être riche et pas forcément compétitif, d'où la volonté d'investir massivement dans des secteurs où se joue la compétitivité de demain. C'est le point que je vais voir maintenant. Alors, la reconversion de l'économie, on l'a vu, est partie d'une prise de conscience dans les années 80 avec la baisse des prix, du pétrole. Au début des années 90, la hausse de la production a permis d'accentuer les investissements vers d'autres secteurs. D'autre part, le 11 septembre 2001 a joué un rôle important aussi dans cette évolution, puisque les tensions entre le monde musulman et le monde occidental ont entraîné le rapatriement des fonds placés à l'étranger et ont permis d'être réinjectés dans l'économie locale. D'autre part, la très forte hausse des prix du pétrole dans la décennie 2000 a permis d'accélérer aussi cette politique. Alors, la reconversion de la rente pétrolière a d'abord touché les secteurs comme la finance et l'immobilier. Alors, le secteur bancaire a été nettement encouragé. On prend souvent le cas de Bahreïn, puisque Bahreïn devient le centre de la banque islamique dans la région. Il occupe d'ailleurs la seconde place au niveau mondial après la Malaisie. Et effectivement, le secteur financier de Bahreïn, c'est 24% de son PIB. Et c'est le premier secteur du PIB, loin devant le secteur pétrolier, qui a diminué à 12%. Autre exemple de cette reconversion, c'est l'immobilier et le bâtiment. Alors évidemment, tout le monde a en tête ces images de gratte-ciel très modernes, les exploits architecturaux de la région. Si on prend par exemple le cas de Dubaï, qui s'affirme dans ce domaine, effectivement, le bâtiment, c'est à peu près 25% de son PIB et l'immobilier, 17%. Donc on est à près de 47% du PIB dans ces deux secteurs. Alors, on pourrait évoquer d'autres secteurs aussi qui ont bénéficié de l'effort de la diversification, notamment l'import-export avec le développement du fret maritime et
et aérien qui a pour vocation de faire de cette région une plateforme internationale de réexportation entre l'Asie et l'Europe. Alors néanmoins, je préfère mettre l'accent ce soir sur le cas particulier du secteur de l'économie de la connaissance, qui depuis quelques années est devenu un aspect majeur de la diversification des économies du Golfe. Ça leur permet effectivement de se dégager, je dirais, du simple statut de fournisseur d'hydrocarbures pour s'affirmer sur la scène de la compétitivité mondiale et de rayonner aussi en Valois. Alors d'abord, qu'entend-on par économie de la connaissance? Alors c'est un concept qui est né dans les années 60 au sujet de nos sociétés, c'est-à-dire de sociétés industrielles confrontées au déclin des classes ouvrières et à la montée des cadres. Alors l'économie du savoir est donc envisagée comme un nouveau stade du capitalisme avec l'avènement d'une société tertiarisée dans un contexte de deuxième révolution industrielle portée par le numérique. Alors l'économie de la connaissance repose sur le capital humain, un capital humain fortement qualifié et des technologies innovantes tournées vers les activités immatérielles comme l'information, l'éducation, la recherche et les services. Depuis quelques années, donc, ce secteur est privilégié par les pays du Golfe parce qu'il pose, je crois, un triple enjeu. Premier enjeu économique, avec une logique d'investissement dans les hautes technologies pour substituer donc progressivement le pétrole, pour substituer ces hautes technologies progressivement au pétrole comme moteur de la croissance. Deuxième enjeu, c'est un enjeu social, c'est-à-dire former à travers l'éducation une main-d'œuvre autochtone qui soit capable à terme de remplacer les étrangers. Enfin, se posera l'enjeu politique où le marketing culturel permet de s'imposer sur la scène internationale. Alors, je vais reprendre ces enjeux dans l'ordre. D'abord, l'enjeu économique qui consiste à investir massivement dans l'éducation, la recherche et les médias. Ce processus démarre dans les années 1990-2000 avec des investissements massifs qui sont réalisés dans des pôles dédiés à l'enseignement, l'innovation, les communications. Alors, on peut prendre notamment l'exemple des médias avec tout d'abord les chaînes, le paysage audiovisuel de la région qui évolue fortement. D'abord, la création de la chaîne MBC en Arabie Saoudite. Évidemment, en 1996, Al Jazeera au Qatar. Dubaï, quelques années plus tard, en 2001, qui crée une zone franche réservée aux technologies de l'information, comme la Dubai Media City, suivie de la Dubai Internet City, ou du Knowledge Village, ou de l'Academic City. Enfin, je pourrais en énumérer de nombreuses. Se pose aussi l'exemple d'Abu Dhabi, quelques années après Dubaï, prend le même chemin, en concevant l'île Al-Rim avec une installation de plusieurs universités, ou bien l'île du Bonheur, Saadiyat Island, qui est envisagée comme un pôle de culture avec l'installation des musées. On voit également ce phénomène au Qatar, avec la Cité de l'éducation, qui là aussi est un regroupement de plusieurs facultés, universités étrangères, qui accueille aussi un pôle hospitalier, et également des laboratoires des grandes entreprises mondiales. Alors on voit bien que donc la logique vertueuse est enclenchée, la logique vertueuse de l'économie. La rente pétrolière est recyclée dans des économies de haute technologie qui favorisent à leur tour des investissements directs des groupes internationaux dans l'économie locale. On pourrait aussi parler, je vais le faire, de l'investissement dans des hautes technologies qui ne sont pas forcément les médias ou la communication, mais qui représentent des secteurs très prometteurs pour demain, en particulier le cas de l'énergie, qu'elle soit nucléaire ou qu'elle soit propre. Et là, deux pays se distinguent, Abu Dhabi avec la création de Masdar City, qui se veut un modèle technologique et écologique. Alors, sur l'écologie, on peut discuter, mais au niveau de la technologie, c'est effectivement très intéressant et certainement beaucoup plus ambitieux que bien des programmes européens. L'Arabie Saoudite s'est distinguée aussi sur ce point avec un programme énergétique très ambitieux, la King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy.
excusez mon anglais, qui est aussi chargé de répondre aux besoins énergétiques du pays, mais surtout qui permet de développer les investissements dans ce domaine très prometteur des énergies. Donc je m'arrête là pour le développement des exemples, pour parler du deuxième enjeu de la reconversion économique dans l'économie de la connaissance, c'est investir dans le capital humain. Effectivement, le grand problème des pays du Golfe, c'est le déséquilibre démographique entre étrangers et locaux. Des efforts dans l'éducation ont été menés dans les années 90, mais force est de constater qu'en ce début du XXIe siècle, il y a bien un déficit de compétences parmi la population locale pour remplacer les étrangers. Cela produit des situations critiques, puisque les secteurs privés et publics même sont majoritairement occupés par des expatriés. C'est 99% des emplois du secteur privé des Émirats arabes unis et 91% du service public aux Émirats arabes unis. Et dans le cas du Qatar, les chiffres sont parlants. En 2004, 4% seulement des Qataris étaient employés dans le secteur privé, et c'est moins que dans les années 80. Donc on voit que la préoccupation des pays du Golfe, c'est de renverser la situation, former les populations locales, avec de grands plans ambitieux d'éducation, ce qu'on appelait les plans Vision 2020, Vision 2030. Il s'agit de former et de nationaliser l'emploi pour lutter contre les déséquilibres démographiques et lutter contre le chômage. Alors, cependant, cela provoque tout de même un paradoxe, puisque la mise en place de l'économie de la connaissance suppose l'emploi de cadres qualifiés. Et comme ces cadres qualifiés ne sont pas encore disponibles dans la population locale, eh bien, il faut faire appel à des experts étrangers. Et donc, on a vu se développer massivement l'arrivée d'ingénieurs, d'architectes, financiers, professeurs étrangers ces dernières années. Alors enfin, le troisième enjeu de la reconversion de l'économie dans le secteur de la connaissance et du savoir, c'est évidemment la question du marketing international, c'est-à-dire marketing, il s'agit de rayonner sur la scène internationale en montrant un petit peu la réussite à travers la culture et l'art. Donc les investissements dans ces deux domaines sont massifs ces dernières années. Je dois malheureusement conclure, je donnerai juste quelques exemples. Ce sont évidemment les investissements réalisés dans les musées, qui sont des lieux contemplatifs de culture, mais surtout des outils de croissance économique, de même que les investissements dans le marché de l'art, où le Qatar s'illustre depuis quelques années. Et d'ailleurs, on voit que c'est un petit peu la même logique que le sport, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois dans un business qui soit aussi spectacle et qui offre aux monarchies du Golfe un formidable coup de projecteur qui les place au centre du monde. Et autre point, d'ailleurs, l'art comme la culture ou le sport, d'ailleurs, permettent aussi de développer les activités de service, c'est-à-dire le tourisme de luxe. Alors néanmoins, peut-être qu'on pourra en reparler dans la discussion. Je dois conclure, donc je vais conclure sur deux points. Le premier point, c'est d'abord concernant l'économie de la connaissance, les conséquences à long terme de ce développement. Il se pourrait que l'économie de la connaissance soit une véritable boîte de Pandore pour les dirigeants, parce que qui dit économie de la connaissance dit éducation, donc arrivée d'une génération de jeunes très éduqués, très formés. Ça veut dire aussi le développement des techniques de communication, donc développement aussi des élites qui vont naître de la libéralisation du secteur privé, et cela va entraîner donc un problème de renégociation du consensus politique qui jusqu'alors s'était établi sur la rente pétrolière, sur une clientélisation issue de la rente pétrolière. Donc il faudra désormais compter avec les nouvelles générations issues de la libéralisation de l'économie. Deuxième point, qui servira de transition, c'est que je n'ai pas pu, évidemment, en raison du temps imparti, parler des limites de la diversification économique, mais mon collègue va s'en charger. On va voir que c'est un processus qui est largement dépendant des recettes du pétrole et
donc qui mérite quelques nuances. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Caroline pour avoir fait la transition à ma place. Donc c'est Akram Belkaïd qui va effectivement enchaîner dans la continuité un petit peu de l'exposé de Caroline. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier l'Institut du monde arabe pour cette invitation sur un thème très intéressant qui est pas toujours, qui est rarement abordé, même si effectivement nous avions déjà eu l'occasion d'en parler lors du colloque de 2013. Alors pour commencer, je voudrais avec vous d'abord interroger le terme puissance qui est dans le titre de cette session et l'analyser sur 4 points. Prenons donc les pays du Conseil de coopération du Golfe, comme on l'a dit, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn, le Sultanat d'Oman, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Alors ces pays-là sont certainement, pour la plupart d'entre eux, des puissances financières. Quand on regarde les sommes qui circulent dans la région, les réserves de change qui dorment dans les banques centrales de ces pays-là ou qui sont placées à l'étranger, on voit bien que c'est une région qui peut effectivement être considérée comme une puissance financière. Et on considère notamment dans les marchés financiers, mais aussi sur le plan diplomatique, que c'est une région qui a la capacité aujourd'hui de déséquilibrer tel ou tel segment du marché, qu'il s'agisse des segments des marchés de change, du marché pétrolier, du marché de l'immobilier, du marché de l'art. Donc, il y a une capacité d'action et d'influence réelle. Donc là, pour le coup, effectivement, le terme puissance se justifie. Le deuxième point, qui est un peu plus, je dirais, polémique, mais qui est dans l'air du temps, on en parlera peut-être dans le débat, je vais passer rapidement, ce sont ce que j'appelle pour moi, je vais inventer peut-être le concept, des puissances prosélytes. C'est-à-dire que peut-être que ce n'est pas l'ambition des gouvernements ou des pouvoirs eux-mêmes, mais il n'en demeure pas moins que c'est une région qui est un foyer d'influence sur le plan religieux. On connaît tout le débat sur l'expansion foudroyante du wahhabisme saoudien dans tout le monde musulman, y compris dans des régions où il n'existait pas. On a beaucoup parlé de l'Égypte, par exemple, tout à l'heure. Je rappellerai qu'au XIXe siècle, quand les premiers émissaires du wahhabisme sont arrivés en Égypte, la plupart d'entre eux ont été tués ou renvoyés chez eux. Aujourd'hui, le wahhabisme s'est étendu jusqu'aux confins de l'Afrique subsaharienne. Il est présent en Asie et donc on peut parler de puissance religieuse, de puissance non pas simplement passive, mais aussi très active de par le prêche et la da'wa, donc la diffusion du message, d'une certaine vision du message coranique. Puissance pétrolière et gazière aussi. Alors, on a nuancé effectivement le fait que certains pays sont rentrés et vont sortir très vite du pétrole, d'autres moins vite, comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats Arabes Unis, comme le Koweït. Donc là, c'est indéniable. L'Arabie Saoudite, puisque c'est quand même elle qui a la clé du marché pétrolier, est une puissance pétrolière et un peu moins gazière, mais en tout cas, c'est elle qui donne le là aujourd'hui sur le marché pétrolier. Et on le voit bien aujourd'hui avec la chute des cours du pétrole. Tout le monde, vous avez une dizaine de versions différentes, tout le monde s'interroge sur mais que font les Saoudiens et pourquoi font-ils ça? C'est-à-dire en gros, pourquoi inondent-ils le marché de pétrole et pourquoi ne diminuent-ils pas leur production pour aider le baril à reprendre des couleurs, le prix du baril? Enfin, je terminerai par le point de la puissance militaire. Alors effectivement, ça a été dit dans les trois interventions qui ont précédé la mienne, l'un des grands éléments fondamentaux de ces derniers temps, c'est qu'on a vu ces pays agir militairement, parfois sans demander l'autorisation aux grands patrons américains. On voit qu'aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis sont très tentés d'aller aider le général Sisi à faire le ménage en Libye. Il y a eu cette intervention assez étonnante de l'Arabie Saoudite lorsque la situation a commencé à dégénérer à Bahreïn. On sait qu'aujourd'hui, la question syrienne est regardée de près par les experts militaires du Golfe. Donc oui, effectivement, il y a cet élément-là. Ceci étant, on peut rajouter aussi le fait que c'est une région qui est un paradis sur Terre pour les vendeurs d'armes, puisque, grosso modo,
les pays du Conseil de coopération du Golfe consacrent entre 16 à 16% de leur budget à l'achat d'équipements militaires. C'est énorme. Pour certains d'entre eux, c'est supérieur au budget de l'éducation. Et ça reste l'une des premières régions du monde à acheter des armes. Pour quel résultat tout de même? Posons-nous la question. C'est-à-dire que nous savons tous, enfin les experts savent aujourd'hui que malgré toutes ces velléités d'indépendance, et ça a été dit, si demain il y a un conflit entre ces pays-là ou un de ces pays et l'Iran, aucun de ces pays ne peut faire face à une intervention militaire, soit de l'Iran, soit à une résurgence des velléités irakiennes de s'étendre dans la région, voire même à une incursion de l'État islamique dans la région. En clair, c'est vraiment le point sur lequel il est nécessaire d'être prudent et de relativiser les choses. Oui, effectivement, ce sont de grands acheteurs d'armes, ce sont de grandes puissances entre elles, si j'ose dire, mais sur le plan régional, la réalité est que ces pays ont toujours besoin d'alliés, pour ne pas dire de protecteurs. Et quand on lit, par exemple, les télégrammes, les dépêches de Wikileaks, qui ont été mis à jour par Wikileaks, on voit bien que, par exemple, l'obsession numéro 1 des dirigeants saoudiens ou des dirigeants des Émirats arabes unis, c'est tout de même la menace, ce qu'ils qualifient eux-mêmes de menace iranienne. Et ils sentent bien eux-mêmes que malgré tout l'argent qu'ils ont investi dans... Donc c'est des dépenses annuelles de l'ordre de 50 à 60 milliards de dollars. Et c'est des dépenses qui connaissent une croissance de l'ordre de 10%. Hein, donc ce sont des dépenses qui sont supérieures à la croissance du PIB régional. Donc on voit bien que la grande frayeur, c'est une menace iranienne et que tout ça nous amène bien entendu à relativiser les mouvements d'autonomie ou en tout cas d'humeur que les uns et les autres ont pu avoir, notamment à l'égard de l'administration Obama, accusée d'avoir un autre calcul politique qui serait celui d'un accord historique entre les États-Unis et l'Iran. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut aussi aborder effectivement les réussites telles qu'elles apparaissent sur le plan de l'intégration économique et de la diversification économique. Alors effectivement, si on regarde le monde arabe et si on fait une analyse par région, le Conseil de coopération du Golfe apparaît comme une des régions, en tous les cas, qui a le plus déployé d'efforts au cours des 20-30 dernières années pour diversifier son économie. Sortir du tout pétrole, préparer l'après-pétrole, avoir une vision, hein, ça a été dit. Le mot-clé dans la région, c'est « to have a vision ». Alors, Vision 2030, 2044, ça, c'est les rapports pleuvent. Ça fait là aussi le bonheur des bureaux et des cabinets internationaux de prospective qui souvent vendent le même document aux deux monarchies voisines, mais sans le dire. Donc, enfin, bref, la prospective est quelque chose de réel et les efforts, en ce sens, ont été déployés, ont parfois atteint des niveaux spectaculaires. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les réalisations, c'est-à-dire que ce soit dans l'économie de la connaissance, que ce soit dans l'émergence d'une économie de la culture avec cette offre culturelle, les musées, l'île de Saadiyat à Abu Dhabi, la présence du Louvre, la présence du Guggenheim, l'émergence d'un magnifique musée des arts islamiques au Qatar, l'industrialisation d'une partie des économies avec l'émergence de l'industrie de l'aluminium, les recherches qui sont faites, enfin le développement fulgurant des compagnies aériennes de la région qui dament le pion aujourd'hui aux compagnies occidentales, tout cela est une réalité et cela tranche, par exemple, sur le manque de diversification d'autres pays pétroliers, comme le Mexique, comme le Venezuela, comme l'Algérie ou comme la Libye d'avant 2011. On ne parle même pas de la Libye d'aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une réalité. Mais cette réalité, il faut absolument là aussi la relativiser parce qu'effectivement, elle reste totalement dépendante de l'injonction de fonds venus des recettes pétrolières. Même l'Émirat de Dubaï, qui effectivement est pratiquement sorti de l'économie du pétrole, a besoin, in fine, lorsqu'il fait face à des difficultés financières, de l'appui financier de son voisin dans la Fédération des Émirats arabes unis, qui est Abu Dhabi, lequel tire sa richesse
du pétrole. Donc tout ça pour dire que je parlerai pour ma part d'économie en phase encore de diversification. Ce sont des diversifications qui demandent à être confirmées, y compris dans l'industrie où l'avantage numéro un de ces industries-là, je parle par exemple de l'aluminium, est le faible prix de l'énergie. Cela vaut aussi pour les compagnies aériennes, où l'un des avantages compétitifs réels est le faible coût du kérosène comparé à ce que peuvent payer d'autres compagnies aériennes, notamment occidentales, lesquelles n'ont jamais cessé de dénoncer cet avantage. Donc, voilà pour la diversification. Je dirais aussi un mot sur l'intégration régionale. L'un des problèmes de cette région, qui est pourtant structurée et elle travaille à son intégration économique, et réside dans une espèce de mimétisme et de rivalité. C'est-à-dire que tout le monde a les mêmes projets que tout le monde. Il n'y a pas eu de coordination pour savoir, de spécification pour essayer d'avoir une offre cohérente dans le monde de la globalisation et de la division du travail, ce qui fait que, par exemple, si je reprends l'exemple des compagnies aériennes, tout le monde sait qu'il y a au moins 2 compagnies aériennes de trop dans la région. Mais pour le moment, elles continuent à subsister. Cela vaut pour les aéroports. Vous allez avoir 2 aéroports géants internationaux destinés à vouloir capter le trafic mondial à pratiquement 20 km l'un de l'autre entre l'Émirat de Dubaï et celui d'Abu Dhabi. Et in fine aussi, vous avez cette difficulté, et pourtant le projet est dans les cartons depuis 1980, c'est-à-dire avant même que les Européens commencent à y réfléchir sérieusement, le projet d'une monnaie unique qui a capoté du fait des rivalités et du fait que le Conseil de coopération du Golfe est parfois dominé par la peur de ses 5 membres de voir l'Arabie saoudite définitivement prendre l'ascendant sur eux et d'en faire un instrument supplémentaire de domination, en tout cas d'influence régionale. Enfin, et on pourra revenir sur les autres points dans la discussion, cette diversification économique, cette émergence en tant qu'acteur globalisé cache mal des disparités et des contradictions assez importantes sur le plan intérieur. D'une part, ça a été dit, le secteur public continue à être prépondérant quand on prend en compte l'emploi des populations locales et non pas celles qui sont venues de l'étranger. Un pays comme le Koweït, le secteur public concerne pratiquement 95% des emplois destinés aux populations locales. Donc, il y a, et les organisations internationales ne cessent de le répéter, il y a un vrai problème, un hiatus entre à la fois des économies libéralisées qui sont sur les marchés, qui sont ouvertes, plus ou moins ouvertes, et une division entre public-privé qui recoupe à la fois la présence de populations, entre guillemets, importées et de populations locales qui ont de plus en plus de mal à accéder à l'emploi public parce que la dépense et les budgets ne cessent d'augmenter. Ceci dans un contexte où les régimes et les politiques locales répugnent à mettre en place des politiques fiscales à minima. Il y a eu tout un débat, on continue à débattre sur la question de la TVA. Alors, on ne parle même pas d'instaurer des impôts ou des taxes sur le revenu. Et tout ça nous mène aussi à parler de cette question qu'on ignore beaucoup en Occident, qui est celle de la alors c'est 5 minutes ou je conclus? Je conclus. Je conclurai sur ça. Je pense que l'un des plus grands défis de cette région, et notamment ça vaut pour le pivot numéro 1 du Conseil de coopération du Golfe, les inégalités et la pauvreté. Cela peut paraître étrange que de le dire, mais l'Arabie saoudite a aussi ses pauvres, et ces pauvres saoudiens, je ne parle pas des étrangers, ce sont pour la plupart des populations de plus en plus précarisées, qui sont peut-être demain tentées par la contestation, et qui sont, à mon sens, bien plus importantes que l'obsession des dirigeants saoudiens à l'égard de l'Iran. Au cours des dernières années, on a vu émerger des mouvements dits de hooliganisme de la part de la jeunesse saoudienne
des émeutes, des centres commerciaux mis à sac, des phénomènes de violence dans certains quartiers qui n'avaient aucun motif ni confessionnel, ni politique, mais qui relevaient de la contestation à la fois sociale et d'une espèce de désespérance de la jeunesse saoudienne, dont on parle peu parce qu'on est toujours obnubilé par la richesse pétrolière et le clinquant apparent de ce pays. Et ça, à mon avis, c'est un des défis fondamentaux pour les 10 à 20 années à venir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Akram. C'est d'autant plus inquiétant, effectivement, que, comme l'avait dit tout à l'heure Emma, la chute des cours a été quand même divisée par 2, et c'est donc une vraie question. Donc je demanderai à l'audience, je crois qu'on a une demi-heure pour le débat, si je ne dis pas de bêtises, Mathie, donc de formuler des questions assez précises, assez courtes, et de vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonsoir. J'ai une question à la présentatrice, Madame Hani. J'ai des réserves concernant l'utilisation du terme puissance et le deuxième terme qualificatif de leadership régional. Et je pense qu'il faut lier le terme puissance à la question démocratique qui n'a pas été, on n'avait pas trop parlé dans ce livre, dans cette conférence, de la question démocratique. La question démocratique dans ces pays jusqu'à présent est en suspens. On a vu que ces pays du CCG sont à l'avant-garde de la contre-révolution actuellement qu'ils mènent dans le monde arabe, excepté le Qatar. Donc la première des questions, c'est la question démocratique qui n'est pas résolue. Donc le CCG s'apparente, en dehors de cette question, s'apparente à une alliance de régime autoritaire défaillant, voilà, qui finance la contre-révolution dans le monde arabe. Et ça, pour moi, c'est une question très, très essentielle. La deuxième question, c'est la question de l'intégration régionale. Je travaille sur l'intégration régionale au Maghreb en liaison avec les régimes autoritaires. L'intégration régionale, dans le cas du CCG, n'est pas totalement réussie parce que le commerce intra-régional entre ces pays ne dépasse pas les 12%. Donc, le terme puissance aussi, il faut lier à une intégration réussie, qui n'est pas le cas. Le deuxième point, c'est le terme leadership que vous avez utilisé. Je pense que le leadership actuellement dans la région, c'est l'Iran et la Turquie, et non pas le CCG. Voilà, pour ne pas tarder. Merci. D'accord. Est-ce qu'on regroupe les questions ou est-ce que... Bon, là, il y a 3 questions en une, quand même. Donc, comme vous m'adressez ça, mais bon, ça peut être également adressé sur l'intégration régionale, peut-être à Akram, et également aussi à Emma. Bon, d'abord, j'ai commencé par dire que le titre de ce colloque avait été le titre de l'intitulé du colloque à la mairie de Paris. Le terme puissance n'est pas du tout mon choix. Et moi, je ne considère pas du tout les pays du Golfe comme des puissances. Que les choses soient claires. Et je suis tout à fait en accord avec ce qui vient d'être développé par Akram sur ce plan-là. Maintenant, c'est vrai que j'ai employé à plusieurs reprises, pour parler notamment de l'Arabie Saoudite, de leadership. Je pense qu'au sein du CCG, on peut réellement parler en tout cas d'un rôle d'arbitre et de leadership de l'Arabie Saoudite. C'est vraiment le pays charnière de cette instance qui, comme on l'a dit, est souvent traversée par des rivalités, des désaccords, etc. Et c'est vrai que c'est souvent l'Arabie Saoudite, aidée par d'autres acteurs régionaux et d'autres pays membres du CCG, et notamment le Koweït, qui a joué un rôle de médiation tout à fait considérable en 2014 et qui était à la tête de la présidence rotative du CCG, qui viennent en soutien. Ce qui est intéressant au sein du Conseil de coopération du Golfe, comme je disais, c'est une instance intergouvernementale plus que multilatérale. Mais l'Arabie Saoudite a assez vite compris qu'elle pouvait jouer sur les rivalités, les différences, et jouer un petit peu, par exemple, sur le fait que le Koweït a une vocation un peu régionale de médiation. Aujourd'hui, il semblerait que l'Arabie Saoudite, sous le roi Salman, joue beaucoup cette carte-là avec le Qatar, qui commence à jouer à nouveau un rôle
de médiateurs importants, notamment concernant la question des frères musulmans, parce qu'on sent quand même un peu une inflexion sur cette question de la menace des frères musulmans par le Royaume d'Arabie Saoudite. Comme je le disais, il y a une volonté de prioriser la menace. La menace numéro 1, c'est clairement les organisations djihadistes qui menacent vraiment aujourd'hui le Royaume. Et puis la question du Yémen, qui est un véritable désaveu, le plus grave désaveu régional pour l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Donc vous avez raison, oui, bien sûr, ça je l'ai dit, l'Iran est l'acteur régional incontournable de la sécurité de la région demain. Mais pas seul. Je ne crois pas du tout à la volonté des États-Unis de donner à l'Iran le rôle de gendarme régional qu'il occupait sous le Shah d'Iran. Ça, j'y crois pas. La volonté des États-Unis, c'est de se mettre comme pilier, de rester, contrairement à ce que toutes les théories qu'on entend de retrait, etc., les États-Unis sont bien là dans la région. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est faire mourir leurs hommes sur des conflits qui ne les concernent plus. Voilà. Donc maintenant, si les pays arabes veulent engager des hommes sur le sol pour combattre l'État islamique, c'est exactement ce que fait aujourd'hui les États-Unis, notamment avec les milices chiites en Irak, etc. Donc, à terme, impliquer ces pays de la zone pour assurer leur sécurité, tout en se rendant, bien entendu, indispensable. Donc, voilà un peu pour les précisions. Maintenant, concernant l'intégration régionale, si l'un de vous a des choses à ajouter. Oui, vous avez raison. Si on regarde les critères, je dirais théoriques, oui, l'intégration est imparfaite. Alors, vous avez parlé du Maghreb, mais elle est meilleure que le Maghreb, et de loin. C'est-à-dire que souvent, un exportateur algérien, quand il veut vendre en Tunisie, il envoie sa marchandise d'abord à Marseille, puis elle redescend sur la Tunisie et vice-versa. Là, il y a quand même des choses qui sont faites, à la fois sur la libre circulation des gens, sur la non-imposition, sur la capacité de créer des entreprises, etc. Mais on n'est pas passé au-delà de ce stade de facilitation. Et les projets qui étaient un peu plus ambitieux, de banque régionale, de création d'une banque centrale du Golfe et donc d'une monnaie unique du Golfe, sont aujourd'hui totalement gelés, alors qu'on était un peu plus optimiste au début des années 2000, par exemple, où beaucoup de gens pensaient que ça allait se faire. Mais vous avez raison, oui, ce n'est pas encore une intégration économique aboutie, loin de là. Bonsoir, messieurs, dames. Je voudrais poser une question à propos des locaux qui sont au nombre d'1 million. Je prends l'exemple de Dubaï. Donc, pourquoi est très difficile de les faire travailler, vu le nombre qui est de 1 million à peu près de la population locale? Pourquoi les locaux ne travaillent pas? Tout simplement parce que pour la plupart des secteurs, surtout dans le privé, ils n'ont pas les compétences. C'est tout l'enjeu de l'éducation et de la formation, de l'installation des universités étrangères. Il faut les former. Il n'y a pas d'ingénieurs, enfin, il y en a très peu, ou alors c'est une première génération. J'avais les chiffres, je ne sais pas si je les ai avec moi, mais il y a encore une vingtaine d'années... Attendez, oui, il y a encore une vingtaine d'années, les taux de scolarisation dans le supérieur, aux Émirats arabes unis, c'était moins de 9%. À Oman, c'était moins de 5%. Donc il faut un effort de formation. Peut-être qu'à terme, on aura des ingénieurs, des financiers, mais pour le moment, c'est un problème de compétences, c'est un problème de transfert de compétences, essentiellement. Après, il est vrai que dans le secteur public, il y a un petit peu plus de confort qui fait que les locaux préfèrent travailler dans un secteur où les horaires sont plus flexibles, pour parler plus clairement, où on travaille moins, où on a plus d'avantages aussi sociaux. Donc il y a aussi
volonté de ne pas trop se confronter à la réalité du secteur privé, des grandes entreprises. Et une autre question. Je voudrais rajouter peut-être quelque chose d'un peu plus incisif. Il y a un vrai souci, on n'a pas abordé ces questions-là, mais il y a un vrai souci, je dirais, alors non pas d'éducation, mais de modèle de société. C'est-à-dire que la jeunesse aujourd'hui du Golfe vit dans un contexte qui a du mal à promouvoir la notion d'effort individuel, où l'idée que effectivement c'est l'État qui redistribue par le biais notamment d'emplois dans le public qui sont très 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 bien payés, où les avantages matériels sont très nombreux. Ça, c'est une idée qui est enracinée et qui relève aussi de, Fatiha l'a expliqué aussi dans son livre, des solidarités tribales, etc. C'est ça aussi le consensus, c'est-à-dire le fait de ne rien faire est jugé comme normal dans la mesure où la richesse est répartie. Or, c'est un modèle qui atteint ses limites. Par contre, il y a peut-être aussi une différenciation à faire qui est un peu difficile à entendre pour le genre masculin. Ceux qui travaillent le moins, entre guillemets, ce sont les garçons. Les filles, elles travaillent, elles cherchent à travailler, elles cherchent à s'imposer. Elles font des études et elles vont dans l'entreprise, et ce sont elles qui d'ailleurs sont les plus contestatrices de la présence de main-d'œuvre étrangère, parce que ce sont elles qui sont en concurrence directe avec les profils étrangers et qui en souffrent le plus. Parce que les garçons dans une famille, bon, ma foi, s'ils sont bien nés, ils peuvent faire des affaires, ils peuvent avoir un statut de sponsor. Pour les femmes, c'est un peu plus difficile que ça. Et donc, ça crée des lignes de division assez intéressantes à suivre de près. Mais je voudrais quand même apporter une petite nuance, parce qu'il y a un chercheur que j'estime beaucoup, qui s'appelle Laurence Louer, et qui fait un travail remarquable sur justement la question du welfare state, l'État-providence qu'elle questionne, et sur toutes les politiques publiques de réforme de travail. Et c'est vrai que depuis 10 ans, il faut quand même reconnaître que ces pays ont fait énormément d'efforts pour justement se réformer. Celui qui a été le plus loin, mais malheureusement se trouve dans une impasse aujourd'hui politique, c'est le Bahreïn. Et effectivement, le Bahreïn a tenté, pour inciter les nationaux de travailler dans le secteur privé, de mettre en concurrence justement les travailleurs expatriés qualifiés. Parce qu'il y a quand même des gens qualifiés dans le Golfe, hein, notamment à Bahreïn, à Koweït, en Arabie Saoudite, tout le secteur de l'assurance, de la banque et de la finance, ce sont des Saoudiens qui travaillent. Hein. Tout ce qui est lié au fric, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Ils savent faire. Même si tout ce qui est private equity, etc., était géré au début par les Britanniques, aujourd'hui, ça commence à être vraiment nationalisé. Donc il faut quand même mettre un peu des nuances, parce qu'il y a des choses qui sont faites. Et aujourd'hui, le grand projet, justement, du Conseil de coopération du Golfe, c'est d'essayer de réformer, d'harmoniser la politique de réforme du travail. Donc ça, c'est quand même un aspect important. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'allais juste ajouter qu'effectivement, il y a des différences entre les pays, et que s'ils essayent d'harmoniser une politique du travail dans la région, ça risque de convenir à l'Arabie Saoudite, au Bahreïn, au Koweït et à Oman, qui sont confrontés à des problématiques assez différentes, même s'il y a des différences d'échelle, similaires, pardon, alors que les Émirats arabes unis et le Qatar ne sont pas du tout confrontés aux mêmes problématiques, puisque pour le coup, eux, l'économie rentière qui consiste à ne pas inciter véritablement leur population locale à se mettre au travail, mis à part les femmes qui ont, elles, une raison de travailler qui est de s'affranchir. Je doute qu'il y ait une intégration possible à nouveau à cause de ces divergences. Voilà. Oui, puis il y a aussi l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sachant que tous ces pays sont membres de l'OMC et qui ont donc des comptes à rendre. Il faut savoir que le Qatar, qui postule pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022, est systématiquement pris à partie. Et c'est vrai que les organisations internationales, ça rejoint la question, excusez-moi monsieur, que j'ai un peu zappé, sur la démocratie, sur les droits de l'homme, etc. Là, effectivement,
les groupes de pression, les organisations internationales et humanitaires, etc., peuvent exercer effectivement un rôle extrêmement important et qui gêne beaucoup ces pays qui détestent être comme ça, qu'on les médiatise, par exemple, sur ces questions. Mais il est évident que 2022, pour le Qatar, et c'est pourquoi il y a une accélération aussi des statuts des expatriés, des expatriés notamment non qualifiés, qui sont quand même, comme on le sait, traités comme on le sait. Donc il y a de véritables questions auxquelles sont affrontés ces pays du fait justement de leur entrée dans la mondialisation. Donc c'est des choses quand même aussi qui ne sont pas immuables. Un autre point, juste un autre point s'il vous plaît, c'est à propos du tourisme, juste le tourisme, oui. Juste une question, à propos de l'essor du tourisme à Dubaï et à Abu Dhabi, parce que moi j'ai visité ces deux pays ces derniers temps et j'ai vu qu'il y a un essor énorme de touristes qui viennent visiter Dubaï et Abu Dhabi, et la mosquée qui a été faite par Cheikh Zayed à Abu Dhabi, donc on veut bien en parler de cette grandiose mosquée avec de l'or, du truc et tout. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut passer la parole à monsieur qui la demande depuis longtemps ? Bonjour, je m'appelle Damien Calais, je suis étudiant en histoire et j'ai travaillé pendant mon master sur les Émirats Arabes Unis. Je voudrais tout d'abord compléter ce qui a été dit sur le problème de compétences aux Émirats. J'avais rencontré, quand j'étais moi-même aux Émirats, quelqu'un qui avait travaillé dans un cabinet de conseil qui avait été chargé par le gouvernement émirati de trouver des Émiratis capables de suivre des cours au MIT pour les préparer à travailler dans la centrale nucléaire qui était en train de se construire. Il devait trouver 12 Émiratis, il est revenu au gouvernement en leur disant qu'il n'en avait trouvé que 3 qui étaient capables. Donc c'était pour compléter ce point sur le problème de compétences. La question que je voulais poser, c'était pour revenir sur le développement de la société de la connaissance. À l'occasion de Sharjah, donc l'émirat voisin de Dubaï, qui a été l'an dernier capitale culturelle du monde islamique, dans le cadre de cette manifestation, il devait y avoir une université Al-Qasimiyya concentrée sur les sciences islamiques qui devait être ouverte. Je voulais vous demander où en est ce projet, parce que j'ai l'impression de trouver toujours les mêmes informations depuis qu'il a été annoncé. Donc, est-ce que vous savez où en est ce projet ? Et comment vous le voyez, notamment par rapport à l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'on pourrait voir ici une sorte de concurrence faite à l'Arabie Saoudite sur un de ses terrains de prédilection? Ou est-ce que c'est plutôt une complémentarité? Voilà, comment est-ce que ce projet se positionne par rapport aux grandes universités islamiques d'Arabie Saoudite? Concernant le projet, où il en est, honnêtement, je n'en sais rien. Je suis désolée de vous décevoir. Concernant la concurrence, oui, il y a une concurrence et ça rejoint un peu la remarque de Madame sur la grande mosquée. C'est une concurrence sur la visibilité internationale de ces pays-là. Donc Abu Dhabi avait beaucoup gêné l'Arabie Saoudite avec la réussite architecturale de la mosquée de Zayed. Sur Sharjah, c'est un émirat qui est peu connu et qui veut exister grâce à la culture. Donc c'est aussi une concurrence à l'intérieur de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Est-ce que ça gêne beaucoup l'Arabie Saoudite? Non, c'est vraiment une excroissance de l'Arabie Saoudite, Sharjah, hein, donc c'est pas une concurrence. Par contre, comme le dit très bien Caroline, c'est vrai que la Fédération des Émirats Arabes Unis, c'est sur le plan étatique, c'est peut-être ce qui est de plus intéressant et de sophistiqué, parce que c'est une fédération de cet État, et c'est vrai que Abu Dhabi étant le pivot avec 90% de la rente pétrolière, Dubaï pour son économie de service, Sharjah pour son gaz et sa tradition islamique de vocation d'émirat un peu, essayer de réconcilier la tradition islamique plutôt que ces mégalopoles nouvelles que sont Dubaï, etc., et qui concentrent 140 à 200 nationalités, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment, entre eux, ces émirats peuvent
se rééquilibrer, faire contrepoids, pas forcément se rivaliser, hein, mais c'est effectivement plus dans cette configuration. Et pareil, j'ai aucune information sur ce projet, excusez-moi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Bonsoir, je constate que vous avez oublié complètement Oman de tous côtés. Surtout, il a des particularités, la structure de la population, il y a des confessions différentes, etc., la démographie, etc. Et ça, je voudrais savoir, parce que concerne par contre la baisse des prix du pétrole, il y a aussi la concurrence des États-Unis, parce qu'ils n'importent plus de pétrole. C'est pour cela, nous, donc je voudrais savoir sur le problème de Oman, bonne vue stratégie, économie, structure de la population, etc. Voilà. Merci. Accra aime bien Oman, moi aussi, hein, j'adore. Vous savez, on dit souvent d'Oman que c'est le dernier à être rentré dans l'économie du pétrole et que ce sera le premier à en sortir. Donc là, il y a... Ceci étant dit, vous l'avez dit tout à l'heure, on était pessimiste à la fin des années 90, on l'est un peu moins, parce qu'entre-temps, la technologie a évolué. Le sultanat d'Oman, il y a deux endroits dans le monde qui ont servi à améliorer les techniques de récupération des champs pétroliers. C'est le sultanat d'Oman et le Texas. C'est-à-dire que quand vous avez un gisement, avant on récupérait entre 35 à 45%, on peut monter un peu plus haut aujourd'hui jusqu'à 60%, et notamment grâce à des techniques d'injection de gaz, d'eau, on met même parfois des microbes qui permettent à ce que le pétrole se détache de la paroi et remonte, des bactéries, et le sultanat d'Oman a été un vrai terrain de recherche là-dessus, donc ils continuent à avoir du pétrole. La grande incertitude aujourd'hui concernant le sultanat d'Oman, c'est la succession du sultan. Voilà, c'est ce qui intéresse les gens aujourd'hui, au-delà de la coexistence entre les deux communautés religieuses principales, c'est l'avenir de la succession. C'est le grand point d'interrogation. Ceci étant dit, le sultanat d'Oman qu'on a toujours considéré comme étant calme, tranquille par rapport à ses voisins, en 2011, il y a eu des émeutes un peu partout, il y a eu des arrestations. Aujourd'hui encore, il y a tout un mouvement pour rejoindre la question de monsieur, de contestation sur les droits élémentaires, sur le droit à la liberté d'expression, sur le droit à la manifestation. Il y a des avocats qui ont été arrêtés, qui sont poursuivis, et notamment des Omanais, hein, de souches, de familles assez connues. Et donc ça crée je dirais, il y a une mini-ébullition qui n'est pas terminée, qui continue de manière régulière à se manifester et qui est assez intéressante à suivre. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Ils connaissent même aussi une contestation salafiste qui a fait parler d'elle il n'y a pas très longtemps. Oui, mais Oman, contrairement à Dubaï, n'a pas voulu d'un tourisme un peu, excusez-moi, tape à l'œil et un peu comme ça, mais beaucoup plus, effectivement, régulé, qui correspond justement à Oman. Concernant Oman, c'était surtout des problèmes socio-économiques, hein, plus de contestation. La figure du sultan a toujours été très fédératrice, etc. Donc c'est vrai que la question essentielle qui se pose, c'est la succession, parce que c'est une inconnue un peu. Hein. Et donc la capacité du successeur, oui, la capacité du successeur du sultan à maintenir comme ça cette cohésion, cette stabilité, notamment entre le Dhofar, vous savez, cette région qui était l'ancien fief de la rébellion en Oman, et le reste d'Oman. Et bon, comme remarque générale, on peut constater qu'effectivement, les deux pays qui sont un petit peu en fin de parcours sur le plan des hydrocarbures, à savoir Bahreïn et Oman, sont ceux qui ont effectivement connu le plus de problèmes socio-économiques. Bon, à Bahreïn, c'est encore différent. C'est des vrais problèmes politiques, hein, un vrai divorce entre une grande majorité de la population chiite et la dynastie sunnite al-Khalifa. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'en Oman. En Oman, ça reste quand même très socio-économique, beaucoup plus que politique. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je crois qu'on a encore 10 petites minutes. Oui, puis peut-être Nada, tu voudras? Oui, monsieur, je vous écoute.
Vous pouvez parler fort ou il n'y a plus de micro? D'accord. Alors attendez, une question. Le monsieur a posé sa question, je vais la répéter. Oui, vas-y, ce que j'ai pas entendu. Alors, la question de monsieur... Oui, alors la question de monsieur était de connaître les disparités dans le Golfe sur les statuts de la femme et notamment sur le plan de l'éducation, le taux d'analphabétisation masculin-féminin ou voilà. C'est l'une des régions où le taux d'alphabétisation est les plus élevés, hein, les pays du Golfe. Hein. Aujourd'hui, femmes et garçons, alors évidemment, femmes et garçons confondus, il y a des disparités. Hein. Et il y a un fossé, par exemple, abyssal entre ces 6 pays du Golfe et le voisin yéménite, qui compte, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec le Maroc, au sein du monde arabe, le taux le plus élevé d'analphabètes. Mais le Yémen, beaucoup plus que le Maroc, bien sûr. Mais sinon, les taux d'alphabétisation, je ne sais pas, ça frise les 90%, 93% pour l'Arabie Saoudite. Ils ont massivement alphabétisé et éduqué leurs enfants. Alors maintenant, on peut s'interroger sur la qualité de cette... Parce qu'aujourd'hui, justement, dans tout ce qu'a développé Caroline, hein, c'est-à-dire l'économie de la connaissance, etc., on voit les limites quand même dans certains secteurs de pointe notamment. Mais l'alphabétisation, elle est massive. Alors le problème, c'est l'écart, il se pose dans la vie active, notamment bien sûr en Arabie Saoudite, où les femmes n'ont pas accès à toutes les fonctions. Mais il y a beaucoup de différences. Par exemple, le Koweït, Madame Nada Yafi peut nous parler un petit peu, puisqu'elle a été notre très brillante et très appréciée ambassadrice à Koweït. Je le sais parce que j'ai une particulière affection pour ce pays du Golfe, sur lequel j'ai fait ma thèse. Et c'est vrai qu'il y a une qualité de vie, pour les femmes, par exemple, absolument incroyable, et qui n'est absolument pas comparable à ce qu'on connaît en Arabie Saoudite ou même dans d'autres Émirats. Nada ? Oui, il y a madame d'abord et après ce sera une... Ah bon, quelle dame ? Bah, alors après, madame, pardon. Je vous ai pas... Oui, c'est moi. Ah, pardon. Oui, bonsoir. Yasmina Aziki, doctorante en histoire des relations internationales à Paris 1. Je me demandais, quand vous évoquiez la question de l'Égypte et de l'influence que voulaient avoir les pays du Golfe sur ce pays, vous n'avez pas parlé d'une seule fois d'Israël et justement de l'enjeu que constitue l'Égypte au regard de la politique au Proche-Orient et surtout aussi de l'enjeu justement pour les États-Unis sur cette question, puisque c'est un peu une chasse gardée américaine. Et justement, quelle serait la position du Conseil de coopération du Golfe sur cette question, sachant que c'est un enjeu diplomatique majeur pour l'Arabie Saoudite, qui en fait un de ses fers de lance diplomatiques depuis un bon moment, et je vous demandais si c'est encore le cas, justement. Oui, j'ai évoqué rapidement la question des relations égypto-israéliennes ou israélo-égyptiennes pour expliquer pourquoi les pays du Golfe avaient réagi si vite au fait que le pays était déstabilisé, puisqu'effectivement, il est un des fers de lance de la sécurité et de la stabilité, ce qui repose notamment sur l'accord israélo-égyptien. Et c'est vrai que du point de vue des pays du Golfe, il y a eu tout d'un coup une crainte, pour le coup, encore une fois, existentielle, sur les changements des enjeux sécuritaires dans la région. Au moment où l'Égypte a été déstabilisée, on a commencé à parler, même si ça s'est très rapidement estompé comme hypothèse, de la possible remise en cause du pacte israélo-égyptien. À ma connaissance, ce questionnement s'est rapidement estompé, c'est aussi pour ça que je l'ai moins mentionné.
Mais vous avez raison, c'est une des raisons pour lesquelles les pays du Golfe ont réagi si vite et une des raisons pour lesquelles l'Égypte est si centrale dans le monde arabe. Mais enfin, même sous Morsi, jamais l'accord israélo-égyptien n'a été dénoncé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui fait partie quasi de la sécurité internationale pour les États-Unis. Donc c'est des choses... Et évidemment, sous le président Sisi, il est plus que le garant de cet accord aujourd'hui. Donc, oui, alors... il faut quand même dire aussi, même si ça peut paraître un peu iconoclaste, que aujourd'hui, dans la situation telle qu'on la vit, et notamment par rapport à la question iranienne, les pays du Golfe peuvent considérer Israël comme étant un allié objectif dans leur volonté de convaincre les États-Unis de cesser tout contact et toute négociation. Les pays du Golfe s'illustrent par tout de même non pas un double langage, mais un pragmatisme à l'égard d'Israël. On connaît tous, le Qatar a vendu du gaz à Israël, ont des relations diplomatiques et commerciales plus ou moins assumées avec Israël. Et même l'Arabie saoudite a essayé de jouer un rôle avec le plan du roi de feu Abdallah. Mais il y a aussi une réalité qui concerne aussi la sécurité. Les relations entre certains Émirats et l'État d'Israël, tout le monde sait que sur les relations sécuritaires, ça existe. Et donc, voilà. Donc, la situation actuelle est plutôt dans le sens je dirais, d'une alliance tacite, pour le moins. Il y avait madame, et ensuite la dernière question, monsieur, d'accord? Oui, je voulais savoir si ces puissances, entre guillemets, dont vous avez souligné à plus d'un titre les limitations à leur pouvoir, dépendance aux États-Unis, politique, sécuritaire, dépendance au prix du pétrole, sociologie parfois problématique avec les travailleurs étrangers et les disparités sociales entre classes. Est-ce que ces puissances régionales pourront, à votre avis, régler les crises qui atteignent le monde arabe aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont une capacité, comme ils ont eu la volonté au départ de régler certaines crises, est-ce que, comme ils ont accouru au secours de l'Égypte, est-ce que pour la crise syrienne, vous pensez qu'il y a une position unifiée d'une diplomatie, qu'elle soit économique ou politique? Est-ce qu'il y aura une capacité de ces pays à infléchir la réalité arabe aujourd'hui? Oui, ben alors justement, j'évoquais un peu la diplomatie proactive, confuse, désordonnée, et c'est vrai que la question syrienne est emblématique de cela, notamment les rivalités vraiment surnaturelles entre le Qatar et l'Arabie saoudite, qui avaient l'objectif commun, quand même, de faire chuter le pouvoir de Bachar al-Assad. Mais ils se sont activés pendant, disons, au moins 2 ans, à se poser en rivaux, parce que les uns avaient tendance à soutenir un peu plus la frange proche des frères musulmans, les autres, ce qu'on appelle, cet ovni qu'on appelle l'opposition modérée, qui malheureusement aujourd'hui a quasi disparu de la circulation à cause de l'intensité et de la brutalité de ce conflit. Et donc aujourd'hui, on voit émerger surtout un conflit binaire entre le régime de Bachar al-Assad et pléthore de groupes djihadistes. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de moins en moins du conflit syrien, malheureusement. Ça fait 4 ans, qui est le plus meurtrier de tout ce qu'on a connu, bon, en dehors bien sûr du drame irakien qui agonise depuis plus de 20 ans. Mais c'est vrai que sur les révoltes arabes, aujourd'hui, on assiste à une véritable guerre civile en Syrie, où les pays du Golfe, finalement, aujourd'hui, se retrouvent un peu plus en phase, même si c'est pas clair. Les Émirats arabes unis ne souhaitent pas, n'ont jamais formulé le souhait de voir Bachar al-Assad tomber. Le Koweït n'a jamais fermé son ambassade syrienne. L'Arabie saoudite et le Qatar ont été les pays les plus virulents contre Bachar al-Assad et à soutenir l'opposition syrienne. Bon,
on voit qu'aujourd'hui, cette confusion, ce désordre aboutit quand même à un échec patent et à la survivance du régime de Bachar el-Assad et à l'alliance extrêmement solide avec l'Iran. Donc c'est clair. Maintenant, aujourd'hui, le curseur, il est mis sur combattre les groupes djihadistes parce que c'est véritablement ce qui fait vraiment le plus peur, notamment à l'Arabie saoudite, hein, à sa frontière nord notamment. Et donc essayer peut-être de trouver, par un dialogue, espérons-le, pragmatique et constructif, une issue à cette crise syrienne. Mais ces acteurs régionaux seuls n'y parviendront pas. Il est évident que le vide laissé par la communauté internationale sur la crise syrienne a abouti à ce qu'on vit, malheureusement. Donc, l'interventionnisme des pays du Golfe, il est croissant, il est important, et ils veulent effectivement agir pour soit sécuriser leur périmètre, à savoir la péninsule arabique, éloigner la menace, et essayer de contenir l'influence croissante de l'Iran. Maintenant, régler les crises, on a vu que l'initiative du Conseil de coopération du Golfe sur le Yémen a lamentablement échoué. Donc ils ont de toute façon besoin effectivement de l'appui de la communauté internationale et d'un engagement fort de l'Union européenne et des États-Unis, c'est clair. Cette velléité de vouloir exister par eux-mêmes, elle est là, elle est importante et c'est ce qui est inédit, mais en aucun cas ils sont en mesure de solutionner une crise comme la Syrie ou comme le Yémen seul. Hein. Alors, on finira par monsieur, je crois que vous demandez la parole depuis longtemps. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis Elias Jabé. En fait, j'ai une question sur Dubaï. Est-ce qu'elle est devenue overrated et l'économie de Dubaï? Et aussi, j'avais un commentaire pour le monsieur. J'ai écrit un article il y a un an et demi sur l'éducation en Arabie Saoudite. Et je me souviens plus de toutes les statistiques, mais je me souviens qu'il y avait 25% de budget du gouvernement est dépensé dans l'éducation. Et dans ma ville d'origine, Los Angeles, j'ai trouvé beaucoup d'étudiantes de Saoudiens, femmes et hommes aussi, qui utilisent cette bourse de roi Abdallah. Et aussi, il y a beaucoup de femmes qui poursuivent les masters des études, des hautes études. Voilà. Alors, bon, deux choses. Sur la question de l'éducation, on y a déjà un peu répondu. Dubaï n'est pas en tête de l'alphabétisation. Au niveau historique, c'est Bahreïn qui a commencé dans les années 30 avec les Britanniques. Et c'est Bahreïn qui, d'ailleurs, a aujourd'hui une population parmi la plus éduquée. Aujourd'hui, et ça rejoint la question de monsieur, les femmes sont à 80% éduquées et même inscrites dans le supérieur. Et pour le Qatar et les Émirats arabes unis, me semble-t-il, oui, on a des chiffres qui dépassent d'ailleurs le taux des filles dans le supérieur par rapport aux garçons. Mais il ne me semble pas que Dubaï l'emporte. Alors, la politique de Dubaï, c'est évidemment un marketing de l'image qui donne un petit peu depuis l'extérieur l'image d'un développement exubérant, mais comment dire, c'est un colosse au pied d'argile et on l'a vu avec la crise de 2009, beaucoup d'investissements dans l'immobilier, dans des secteurs effectivement des communications, mais derrière, parfois, c'est un petit peu vide. Et du coup, lorsqu'il y a une spéculation et une bulle spéculative qui éclate, eh bien, c'est une dette abyssale qui se dessine et il faut effectivement l'aide d'Abu Dhabi. Alors, et ce qui peut nuancer un peu ce succès de Dubaï, c'est par exemple la tour la plus haute du monde. Alors évidemment, c'était la grande fierté de Dubaï, mais rappelons quand même qu'en 2009, Dubaï a dû la dénommer. Elle s'appelait la tour Burj Dubaï, je pense, et elle a dû être, voilà, et elle a dû être débaptisée pour la tour Khalifa, en hommage donc au cheikh d'Abu Dhabi. Ça permet de nuancer un petit peu la situation de Dubaï.
Bon voilà, écoutez, merci pour vos questions. J'espère que ce débat vous a intéressé. Merci, bonne soirée. Merci.